On a beaucoup commenté sur ce plateau, bien sûr, la présence des troupes de soldats de la Corée du Nord en Russie, bien sûr, vous le savez, dans la région de Koursk, pour aider l'armée russe à faire reculer l'armée ukrainienne qui avait envahi une partie de ce territoire depuis août dernier. Cela aura pris près d'un an, mais aujourd'hui, la région russe de Koursk est pratiquement totalement redevenue sous contrôle russe. En revanche, j'ai dit pratiquement, mon général, j'ai dit pratiquement. Voilà, donc pratiquement, ça veut dire pas tout à fait. C'est donc exactement ce que je disais. En revanche, donc, des pièces d'artillerie lourdes nord-coréennes de type Koksan ont été vues. Voilà, vous voyez la vidéo en Crimée. Donc au nord de la péninsule ukrainienne occupée par l'armée russe. Ça n'est pas une blague, c'est la gare du nord de la Crimée. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est totalement inédit, puisque ces renforts nord-coréens n'étaient jusqu'à présent visibles que sur le territoire russe. Donc, Général Richoux, je vois que vous brûlez d'intervenir. Laissez-moi vous poser une question. Donc, je vous pose la question, c'est quand même mon rôle. Donc, ce qu'on voit là, ce sont des canons de 170 mm qui ont une portée de 40 km. Et ils ont déjà joué un rôle important dans ces attaques. Et ils ont été transportés par train, là, on le voit. Est-ce que ça constitue, selon vous, Général Richoux, une escalade ? Non, parce qu'ils les fournissent depuis longtemps. Et donc ça n'est pas la preuve qu'il y ait des Nord-Coréens en Crimée. C'est simplement qu'ils se fournissent en Corée du Nord. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, quand ce genre de matériel arrive, qu'ensuite, la deuxième phase, c'est l'arrivée d'hommes, de soldats ? Non, absolument pas. Donc ça n'est pas du tout obligatoire. Ils ne fournissent pas suffisamment de pièces d'artillerie, ils en perdent plus qu'ils n'en fabriquent, donc ils se fournissent en pièces d'artillerie de longue portée, comme celle-là. 170 mm, c'est beaucoup. Hein. Le calibre, normalement, c'est 152 chez les Russes. Donc du 170 mm, c'est du très gros. Et ils se fournissent chez les Nord-Coréens, qui leur en ont fourni déjà des dizaines de pièces. Et on les a vus sur toutes les parties. 200 de ces canons ont été envoyés par Pyongyang. Voilà, absolument. Donc ça peut être aussi très bien des canons à destination des forces russes et pas à destination des Nord-Coréens. On n'a pas vu les Nord-Coréens dans les oblasts annexés encore. Ouais. On les a vus, leur présence en Crimée est pas limité à la région de Koursk. À la Russie, c'est-à-dire sur le territoire russe. Oui, mais pas sur les oblasts annexés. Mais justement, Lucas Manger, est-ce que cela pourrait modifier l'affirmation, le narratif, comme on dit, selon laquelle, le narratif russe bien sûr, selon lequel la Corée du Nord n'aide la Russie qu'à restaurer sa propre intégrité territoriale ? On verra s'il y a des soldats nord-coréens en Crimée. Pour l'instant, effectivement... Enfin, ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Hein. Non, les armes n'étaient pas, en tout cas, visibles, mais il ne faut pas oublier que dans l'accord stratégique qu'il y a entre Moscou et Pyongyang, alors là, c'est effectivement des canons extrêmement puissants, extrêmement impressionnants, mais des obus nord-coréens, il y en arrive par milliers tous les jours en Russie pour aider les forces russes. Parce que d'abord, ils ont à peu près les mêmes calibres, d'une part, donc ils sont parfaitement adaptables aux armes russes, et que d'autre part, la Corée du Nord est une usine d'armement à ciel ouvert. C'est-à-dire que je sais plus le pourcentage du budget, qui d'ailleurs est à peu près, les chiffres sont difficilement vérifiables. 5% du PIB. Un cinquième du PIB, c'est ça, un cinquième, merci Aurélien, un cinquième du PIB de la Corée du Nord sert au ministère de la Défense, soit pour recruter des soldats, soit pour fabriquer des armes. Donc dans l'accord stratégique qui est entre Moscou et Pyongyang, il y a la fourniture de ce type d'armes. Donc on a beaucoup parlé des obus, mais là effectivement ce sont des canons de 170 qui vont servir à la Russie pour... Évidemment que la Russie, là, dans le cadre de ce qui peut se passer, il va y avoir des discussions sur la Crimée, même si l'administration américaine n'a pas fait grand mystère de dire que, de toute façon, la Crimée, on va pas... elle était déjà depuis 10 ans dans le giron russe, ça n'a pas l'air, effectivement, de préoccuper énormément les Américains. Et donc, d'une certaine manière, les Russes ont besoin de montrer des forces et de dire, on ne laissera pas tomber, donc de déployer ces armes-là est un signalement aux Ukrainiens, aux Européens et aux Américains pour dire, on ne discute pas de la Crimée, pardon. Alors, justement, en Corée du Nord, on a vu Elisabeth Shepard-Selam, le dirigeant Kim, qui continue d'exploiter le filon de se montrer en projetant sa force. Le voilà, vous voyez cette image. Donc, on le voit avec un fusil de sniper qu'il est en train de tester. Alors, les agences d'État nord-coréennes nous disent qu'il a été capable de le tester et que lors d'une inspection des forces spéciales, c'est justement ce genre d'unité, Elisabeth Shepard-Selam, qui avait été envoyée en Russie. Tout à fait. Mais des unités des forces spéciales. Des unités des forces spéciales, on se souvient quand même
au début, n'ont pas eu un énorme succès, mais qui, du coup, se sont retirés pour mieux rebondir à Kursk, notamment. Effectivement, on voit... je pense que l'objectif, notamment de Kim Jong-un, est très clairement de tester ces forces spéciales, qui sont des forces spéciales qui n'avaient pas beaucoup d'expérience de terrain, néanmoins. Mais elles en ont acquis. C'est pour ça qu'ils ont besoin de cette acquisition. Ludmila. Oui, ce qu'on sait aussi, c'est que justement sur les troupes des Coréens du Nord qui sont engagées dans la région de Kursk, c'est vrai que c'était très dur de les capturer par les Ukrainiens, mais sur les témoignages qui étaient recueillis sur 2 personnes qui étaient capturées, et ça c'est des choses qui étaient divulguées par... entendu beaucoup plus que 2 personnes qui ont été capturées. Il n'y a pas beaucoup, Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les retours des forces ukrainiennes qui ont eu cette interaction avec eux et qui ont vu les troupes en action, déjà, la personne capturée, elle a dit, elle était persuadée qui sont en train de combattre contre les Coréens du Sud. Donc là, vous dites c'est un Coréen du Nord prisonnier par les Ukrainiens qui a dit cela. Il a dit cela. Il était convaincu qu'il y avait des Coréens du Sud qui sont en train de les combattre à côté des Ukrainiens sur ce front-là. Du coup, ils étaient surpris de voir qu'il y a des Ukrainiens, des soldats ukrainiens. Vous pensez qu'on les a il n'y avait pas des Coréens du Sud. Mais c'est pour dire que derrière, la motivation derrière, c'est de faire aguerrir des troupes sur le terrain qui est chaud, malheureusement, et pour la Corée du Nord, de préparer potentiellement une avancée contre la Corée du Sud. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça qui se joue, et c'est Poutine qui offre cette plateforme. C'est Poutine qui invite Kim, c'est ce dictateur, de vraiment jouer le jeu des grands. Et c'est ça qui est c'est ça qui est très perturbant. Et malheureusement, le fait qu'il y avait des Coréens du Nord clairement engagés sur les territoires russes, certes, mais ça n'a pas fait des réactions qu'on espérait les Ukrainiens de côté occidental. C'est-à-dire que vous avez quand même un engagement de troupes d'un pays tiers, en plus un pays qui fournit déjà depuis longtemps des millions des obus qui aident l'armée russe à bombarder l'Ukraine, mais maintenant vous avez des hommes. Bon, alors Donald Trump, je vous signale, a déclaré il y a peu, oui Lucas, il parle beaucoup, Donald Trump, il a déclaré être en communion avec Monsieur Kim et dans l'intention, je cite, de faire quelque chose à un moment donné. Quoi, Sylvie Bermann? Ça c'est précis. Non mais il ne va pas, encore une fois... On se souvient, bien sûr, sur chaque sujet, il renoue les fils de son précédent mandat. Tout ce qu'il n'a pas réussi à faire, il entend l'achever cette fois-ci. Donc, effectivement, il reprendra contact avec Kim. Et puis, comme il est en fait dans la saturation médiatique, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Ça n'a pas l'air de gêner, ça. Pour faire oublier ce qui était décidé la veille et ce qui a choqué la veille, il peut effectivement continuer sur cette voie-là. Mais vous pensez que c'est une stratégie, ça? C'est pas parce qu'il a vraiment envie de parler, c'est pour faire oublier ce qu'il a dit la veille. Oui, c'est une tactique. Elisabeth. On a beaucoup parlé des fuites de militaires, ces conversations privées sur les frappes contre les Houthis. Ça a fait scandale. Et puis le lendemain, c'était oublié. Il a balancé une information chasse l'autre. On le sait aux États-Unis. Oui, on le sait en France aussi. Oui, mais les politiques sont très. Il ne faut pas oublier que c'est un homme de la télé principalement. Et donc il est très sensible à ces questions du cycle médiatique. Et on le voit même quand il donne des séances de questions. Il donne des séances de questions tous les jours. On n'a jamais vu ça. Tous les jours, oui. Presque tous les jours. On n'a jamais vu autant de questions. Bon, pas forcément de vrais journalistes parfois, mais parfois c'est des montages. Mais il le fait exprès pour constamment... Pour saturer. Et bien sûr, pour montrer à sa base qu'il fait des choses, même quand il ne le fait pas. Comme Sylvie le dit, il a beaucoup d'échecs, mais il aime bien faire chasser ses échecs.